Bonjour à tous, donc c'est ma première vidéo, c'est sur un produit qu'on n'a pas l'habitude je crois de voir dans la plupart des chaînes YouTube, puisqu'aujourd'hui on va parler d'une montre à quartz. Donc voilà, je vais vous parler de la Seiko Astron SBXC 025, mais avant d'en venir à la montre, je pense que ça vaut le coup de passer une petite minute à parler de la gamme Astron en elle-même. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Astron 35 SQ, ça a été le tout premier modèle à quartz au monde, produit donc par l'entreprise japonaise Seiko en 1969. Et donc ils se sont ensuite servis du nom, donc il a servi quelques années, puis ensuite ils ont arrêté de produire des montres sous le nom Astron, avant de les relancer en 2012. Et donc la particularité de ce modèle de 2012, c'était d'exploiter l'énergie solaire pour fonctionner. À l'époque, le boîtier faisait 47 mm, c'était vraiment relativement imposant. Et au fil du temps, la gamme a évolué pour ensuite intégrer un module de réception GPS qui se voulait plus performant que la réception par ondes radio qui existait déjà, mais cette réception GPS elle consomme jusqu'à 200 fois plus d'énergie. Donc Seiko ont investi énormément sur leur recherche et développement pour proposer des modèles de plus en plus efficients, énergétiquement parlant, de plus en plus avancés, innovants, et également de plus en plus compact, puisqu'aujourd'hui on n'est plus du tout sur les 47 mm de l'époque. Donc Seiko a sorti plusieurs versions de son mouvement, moteur, je sais pas trop comment il faut l'appeler dans ces cas-là, et pour moi donc ces nouvelles versions, les dernières qui sont sorties, sont vraiment très convaincantes. Donc on peut revenir maintenant à cette SBXC 025. Donc quand je me suis intéressé à la gamme et que je regardais un peu ce qui se faisait, il y a deux détails qui ont attiré tout de suite mon attention lorsque je suis allé les regarder au magasin. Petite anecdote, donc je me suis rendu au magasin à Ginza, à Tokyo, là où j'ai vécu pendant 4 ans, et ce magasin propose des éditions limitées, Ginza Limited Edition, qu'on peut trouver uniquement dans ce magasin. Donc au moment de partir du Japon, je me suis dit que ça pouvait être un souvenir assez sympa de prendre une montre qui venait presque de là où j'habitais, puisque j'étais vraiment pas loin, j'étais à 5 minutes à pied, et savoir qu'il y avait des éditions limitées, dans ce cas précis à 300 exemplaires, c'est vrai que c'était quelque chose qui me touchait particulièrement. Donc le premier détail qui a retenu mon attention, c'était cette mention du nom de Ginza en orange, en lieu et place de Tokyo, qu'on retrouve sur tous les modèles de série. Donc là c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'ai tout de suite flashé. Bon, je sais pas si je l'aurais pris s'il y avait uniquement ça et que le reste de la montre était vraiment inapproprié avec un design qui ne me plaisait pas du tout, mais là en l'occurrence c'était pas le cas. Donc le fait qu'il y ait ce logo, cette indication, cette mention de Ginza apposée sur la lunette, pour moi ça a tout de suite percuté. Le deuxième détail, en fait je l'ai remarqué plus tard, mais j'ai vraiment flashé sur ce vert émeraude sur la couronne. C'est pas trop m'as-tu vu, ça se voit pas trop je pense de prime abord, parce qu'en tout cas dans mon cas je l'avais pas vu, mais quand on y prête un petit peu d'attention, c'est vrai que je trouve qu'il a vraiment un charme fou. Donc dans les détails, cette SBXC 025 fait 42,9 mm de diamètre. Donc on est quand même toujours sur des gros diamètres. Dans le cas de mon poignet, on le verra plus tard, je pense qu'on est toujours sur quelque chose de raisonnable, et surtout la forme générale fait que c'est pas trop imposant. Ça reste une montre sportive, hein, on est quand même un peu loin des 39 ou même 40 mm, mais pour avoir essayé d'autres modèles de 43 mm, celui-là je trouve que ça passe encore bien. Corne à corne, ça s'explique également justement par cette distance corne à corne qui n'est que entre guillemets de 50,7 mm. Donc si vous avez un poignet assez plat, ça reste bien en place. Et l'épaisseur, donc on n'est pas sur des modèles très épais, 12,2 mm, c'est dans la moyenne basse je dirais, donc rien de significatif à ce niveau-là. On est sur un verre saphir, avec un traitement anti-reflet. Petite note sur le traitement anti-reflet, justement, je le trouve
particulièrement efficace et je trouve qu'il contribue à donner une superbe profondeur au cadran, aux aiguilles et toutes les indications. On voit très clairement à travers, c'est vraiment bien vu de la part de Seiko. C'est waterproof pour continuer sur les spécifications papier, donc c'est waterproof jusqu'à 10 ATM. Mais donc ça c'est plutôt banal, mais ce qui est plus exceptionnel, c'est les matériaux. Donc là c'est un peu moins commun, on est sur un boîtier et un bracelet intégralement en titanium et en céramique, donc la lunette est en céramique et le bracelet contient un peu de céramique également. Le titanium est protégé parce que Seiko appelle leur protection Diamond Shield pour éviter les rayures trop faciles sur le titanium. Et donc grâce à ces matériaux, la montre est hypoallergénique et elle ne pèse que 106 grammes avec le bracelet. C'est incroyablement léger quand j'ai essayé les différents modèles. Il y en a également en acier et celle-ci donc est en titanium. Bon, c'est vrai que c'est le jour et la nuit, c'est vrai que quand on a l'habitude de l'acier on le remarque pas spécialement au poignet et ça s'oublie, hein. Mais lorsqu'on essaye celle en titanium juste après avoir essayé celle en acier, ça fait toujours cet effet de waouh, c'est vraiment quelque chose de très léger. C'est environ, pour ceux qui auraient plus les chiffres en tête, environ 2 fois plus léger qu'un modèle classique en acier. Au niveau du mouvement, donc on arrive maintenant à ce qu'il y a sur le capot. Donc là, on n'est pas sur des mouvements ETA ou autres, hein, mais d'une certaine façon, on peut parler de mouvement manufacture. Donc il s'agit du 5X53 de Seiko, qui fait suite au 8X53 qui était utilisé jusque-là dans leur modèle Astron. Et ce mouvement est fourni un énorme lot de fonctionnalités. Donc la principale caractéristique, c'est donc qu'il marche à l'énergie solaire, jusqu'à 6 mois de réserve de marche, en mode fonctionnement plein. Il y a un mode d'économie d'énergie lorsque la montre n'est pas exposée au soleil, et dans ce cas-là, la réserve de marche passe jusqu'à 2 ans, automatiquement. Dans les autres fonctions, on retrouve le Dual Time, qui est une des principales raisons pour lesquelles je cherchais un modèle type Astron, justement. L'indication heure d'été, heure d'hiver, un mode Time Transfer, transfert de temps sur lequel je reviendrai un peu plus tard, un mode avion également, puisque comme ça synchronise au GPS lorsqu'on est en train de voler en avion, ça peut être bien avisé de passer la montre en mode avion et d'éviter les synchronisations inopportunes. Un calendrier perpétuel, la montre résistante au champ magnétique, mais Seiko ne nous dit pas jusqu'à quel point. Mais bon, comme le mouvement est un peu de nature différente, j'imagine qu'on est assez élevé en termes de Gauss. L'affichage du jour de la semaine et de la date, évidemment. Donc toutes ces informations, il faut les afficher, et on en arrive maintenant au cadran, puisque c'est vrai qu'un des premiers aspects en général qui choque ou qui peut choquer sur ce type de modèle, c'est bien entendu le cadran. Donc il est assez chargé, un peu à la manière des chronographes. Et il est chargé puisqu'on retrouve donc un deuxième fuseau horaire à 6 heures. On y retrouve l'indication matin ou après-midi pour ce deuxième fuseau horaire à 4 heures. Il y a un sous-cadran dédié au jour de la semaine à 3 heures, et enfin un dernier sous-cadran multifonction à 9 heures, qui sert principalement pour indiquer l'état de la réserve de marche, et qui sert aussi pour afficher l'heure d'été, heure d'hiver, si la montre est en mode avion, ou il y a également une autre indication utile lorsqu'on veut savoir notamment si la montre a réussi à bien se mettre à l'heure automatiquement lors des dernières synchronisations. Donc en parlant de la synchronisation, la montre est assez intelligente, elle se connecte d'elle-même pour se synchroniser avec l'heure atomique, par le biais des GPS, et si la première tentative échoue, elle essaiera d'elle-même une seconde fois dans la journée. Bon, il est aussi possible de la mettre à jour manuellement, évidemment, si, je sais pas, si le scénario typique, hein, c'est on débarque de l'avion, la montre, pour X raison, ne se met pas à jour. Donc il est possible d'appuyer là comme ça sur le bouton du haut, par exemple, uniquement pour la mettre à jour sur le fuseau horaire actuel. Pendant 3 secondes, la montre se met à jour, donc c'est relativement rapide.
Une opération un peu plus longue, c'est de lui demander de changer automatiquement sa time zone. Dans ce cas-là, on appuie sur le bouton du bas. C'est une opération qui est un petit peu plus longue. Une autre fonction que j'adore utiliser, c'est la fonction donc, de transfert de temps pour intervertir l'heure principale et l'heure sur le sous-cadran, donc sur l'autre fuseau horaire. Lorsqu'on voyage, c'est vraiment pratique pour moi de switcher très rapidement comme ça, sans avoir à mettre à jour manuellement et le fuseau horaire principal et le fuseau horaire secondaire. Donc pour ça, on appuie sur les deux boutons pendant 3 secondes, il me semble, et là c'est quelque chose que j'adore regarder, le manège des aiguilles qui se baladent sur le cadran principal et du sous-cadran qui se met à jour également. Je trouve que c'est un balai extrêmement extraordinaire. Voilà, et donc on peut appuyer pour la remettre dans son état initial. Donc pour ceux qui se demandent s'il y a des alternatives, la principale que je connaisse, elle vient de chez Citizen, qui propose son mouvement F990, avec peu ou prou les mêmes fonctions. Et lorsqu'on s'y penche un petit peu, c'est vrai que le modèle de Citizen est connu pour se synchroniser un peu plus rapidement que ce mouvement 5X53 de Seiko. Mais bon, pour moi, ça fait vraiment pas une grande différence, comme je vous le disais, lorsqu'on synchronise la montre... lorsque la montre se synchronise toute seule ou lorsqu'on... du coup, je vois pas lorsqu'elle synchronise toute seule, hein, je regarde pas ma montre non plus 24h/24, mais lorsque je m'amuse à la mettre à jour manuellement dehors, en général, c'est de l'ordre de quelques secondes, hein, en pratique, même si ça peut prendre, il me semble dans la documentation, ils disent que ça peut prendre jusqu'à 1 minute s'il n'y a pas de changement de time zone, et jusqu'à 3 minutes, 2 minutes, 3 minutes en cas de changement de time zone. En pratique, si on est dans un espace très dégagé, la mise à jour se fait extrêmement rapidement. Le problème, en parlant de ça justement, et là il n'y a pas de secret, c'est vrai aussi avec le modèle de Citizen ou quasiment n'importe quel autre modèle, c'est lorsqu'on n'est pas dans un espace dégagé, donc typiquement en intérieur, dans un bâtiment, là ça a souvent du mal à passer. Bon, quand je dis bien dégagé, hein, c'est toute proportion gardée, en gros il suffit d'être dehors, sans toit couvert, hein, mais dans une ville même avec des buildings autour, comme à Tokyo, ça passe sans trop de problèmes. Donc ce que j'aime, pour récapituler sur cette montre, j'en ai pas encore parlé, mais j'adore le design des aiguilles. Elles sont un petit peu imposantes, mais ça sort un petit peu de l'ordinaire. On n'est pas sur des modèles snowflakes, on n'est pas sur des modèles non plus en bâton tout simple. Je trouve qu'il y a une bonne recherche qui est faite. L'impression de relief, comme je vous le disais, je trouve que ça contribue vraiment à cette sensation d'espace quelque part qu'il y a, même sur ce cadran qui est relativement chargé finalement. Je trouve qu'il est très très bien arrangé, et pour moi le fait qu'il y ait tout ce relief, toute cette recherche autour de la profondeur, pour moi ça y contribue énormément. Évidemment, j'apprécie le mouvement ultra fiable, c'est une des principales raisons pour laquelle j'ai considéré une Astron au moment de l'achat. J'ai une G-Shock qui offre un peu les mêmes caractéristiques, mais bon, la Astron elle apporte un style du coup beaucoup plus habillé dans une certaine mesure. On n'est pas sur une dress watch bien entendu, mais bon, la G-Shock se porterait pas tellement sous un costume, alors que celle-là, je pourrais dans une certaine mesure l'envisager quand même sous une chemise. Surtout qu'elle n'est pas, encore une fois, très haute, très épaisse. Et puis j'adore le bracelet, on n'en a pas encore parlé, mais le design du bracelet avec son mélange de titanium et de céramique, je trouve qu'il est vraiment très bien vu, qu'il va extrêmement bien avec la couleur du cadran, qui a des touches de verte comme ça en fonction de la luminosité, c'est vraiment excellent. Ce que j'aime moins, en revanche, le LumiBright, donc la technologie Luminova dont se sert Seiko, je le trouve un peu fade. Bon, c'est dommage parce que quand c'est chargé, c'est extrêmement joli, mais je trouve qu'il dure pas longtemps, qu'il est assez dur à charger. Il faut vraiment l'exposer longtemps à la pleine lumière. Donc ça, c'est un peu dommage. Et le cadran, même s'il est aéré, donc pour le deuxième point que j'aime un peu moins, je trouve qu'ils auraient pu faire, je sais pas, j'aurais bien aimé voir la montre sans la mention, par exemple GPS Solar, pour voir ce que ça donne. Essayer d'enlever le plus de détails, je dirais inutile possible, mais d'un autre côté, les mentions participent également à cet équilibre du cadran, donc
Je sais pas, je trouve que c'est vraiment la limite c'est pas la limite de l'acceptable en fait, il y a beaucoup d'informations, mais c'est très bien arrangé. Je me demande juste voilà, ce que ça aurait donné avec un petit peu moins d'inscriptions, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais d'ailleurs, cette remarque-là ne tient pas uniquement pour ce modèle-là, c'est vrai qu'en général, j'aime bien quand il y a assez peu d'inscriptions sur les montres. Après tout, c'est une montre et pas un livre. Voilà donc pour cette SBXC 025 Limited Edition, Ginza Limited Edition. J'espère que vous avez apprécié. J'ai pas parlé du prix, donc on est quand même sur des modèles relativement haut de gamme. Celui-là est à un peu moins de 3000 €, je crois que j'ai dû le payer 2500 à la boutique de Tokyo. Ça s'exporte pas, donc je sais pas trop à quel point ça s'exporte, à quel point on pourrait le trouver sur le marché gris par exemple, ou à quel prix on pourrait le trouver sur internet. Mais on est sur des modèles relativement haut de gamme de la marque. Voilà tout ce que j'avais à dire donc sur ce modèle à quartz. J'espère que ça aura attisé votre curiosité sur des mouvements non mécaniques et que vous aurez apprécié cette découverte dans la gamme Astron.